Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francophonie sans frontières. Il est des mots qui, selon leur contexte, portent des habits de couleur ou bien des étoffes rugueuses. Prenez le mot tradition. À quoi pensez-vous? Au fait d'avoir l'esprit tourné vers le passé, mythifié et forcément magnifié? Ah, tout va à volo, ma bonne dame, on ne peut plus rien dire. Ou bien à ces petites habitudes qui rythment nos vies et nous réchauffent le cœur par leur familiarité. Personnellement, en ce temps des fêtes, j'aimerais retrouver le goût de la tradition des cooks de Saint-Nicolas, autrement appelés Manala, dans l'est de la France. Et vous, quelles sont vos traditions auxquelles vous êtes le plus attaché? Allez, fini la nostalgie, place à l'émission de cette quinzaine. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Nos invités sont Yétioman Touré, depuis Montréal également, qui va nous parler de l'initiative de Francophonie sans frontières intitulée Horizon 2030. Jean-Michel Morin, pour évoquer la situation du français au Québec, nous parle depuis Montréal également. Et enfin, Mélissa Serrano, depuis Paris, va vous faire découvrir ou redécouvrir Présence africaine. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Yétioman Touré, administrateur de Francophonie sans frontières et équipier de FSF au Québec. Yétioman, bonjour. Bonjour Toubo. Alors, c'est grâce à vous, Yétioman, que la deuxième édition de Horizon 2030 a pu se tenir, malgré tout, cette année, et de façon virtuelle. Alors, on vous félicite, vous et votre équipe, pour l'organisation de cet événement. Euh, Présentez-nous brièvement ce qu'est l'initiative Horizon 2030. Merci beaucoup Thibaut de m'avoir invité ce matin à présenter brièvement le projet Horizon 2030 et à faire le bilan de la deuxième édition 2020. Alors, l'initiative Horizon 2020 de Francophonie sans frontières est orientée vers la résolution des défis au sein de l'espace francophone. Elle a été pensée, imaginée et conçue conjointement par moi-même, Yétioman Touré, et Benjamin Boutin, qui est l'actuel président de Francophonie sans frontières. Il y a eu aussi une forte implication de l'Université de Korogo en Côte d'Ivoire et des pionniers comme Romar Kibale, Adama Traoré, Lydie Amen Lemoine et Célie Madongui. Alors, c'est une initiative qui est centrée sur la résolution des défis tels que l'éducation, l'accès à l'emploi, le développement durable, la promotion des échanges et la coopération dans l'espace francophone. Nous espérons à travers elle créer une dynamique partenariale pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030, et particulièrement en Afrique francophone. La CSD, qui est en fait la conférence internationale sur l'économie sociale et le développement durable inclusif, est le véhicule d'action principal de l'initiative Horizon 2030, qui permet le partage de connaissances, la mise en valeur des initiatives sociales, coopératives, durables et inclusives dans une perspective de coopération francophone. C'est le moyen d'expression et de suivi des projets devant conduire à l'atteinte des objectifs de l'initiative Horizon 2030. Il faut signaler qu'en fonction des années et des réalités locales, la CSD s'accompagne d'activités connexes telles que des jeux oratoires, des concours, on va dire, d'entrepreneuriat étudiant, des salons de l'emploi que nous envisageons peut-être pour la prochaine édition et des visites de coopératives et des lieux tiers. Faut dire que cette initiative a pour vocation de réunir les acteurs du monde coopératif, de l'économie sociale, de l'engagement jeunesse, du développement durable, afin d'échanger autour des enjeux opérationnels et stratégiques liés au développement durable et inclusif en francophonie. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux dire sur l'initiative Horizon 2030 de Francophonie sans frontières. Et s'il est possible de faire aujourd'hui un bilan de cette édition, Yétioman, je crois que l'on peut parler de succès, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, on peut parler de succès puisque la conférence s'est déroulée autour de trois panels avec des intervenants du Canada, de l'Europe, de l'Afrique. Et nous avons abordé les thématiques du développement durable inclusif, de l'économie circulaire et coopérative, de l'entrepreneuriat féminin, de l'écologie du numérique, des thèmes d'actualité et d'intérêt général dans un monde où nous avons besoin d'agir collectivement pour un développement durable et inclusif. Nous avons enregistré plus de 450 participants, plus de 20 nationalités du monde entier et plus de 15 intervenants spécialistes de l'économie sociale et du coopératisme, l'engagement jeunesse et du développement durable. Les premières externalités, je vais dire positives, de la deuxième édition sont les réseaux de contacts qui se sont formés pendant et après la deuxième édition entre les participants et les intervenants qui ont partagé leur expérience. Par ailleurs, certains partenaires se sont déjà engagés pour la deuxième édition qui pourrait avoir lieu au Sénégal ou au Congo. Oui, en Merci. fait, pour la troisième édition qu'il pourrait avoir là, Ah et oui. vraiment le credo de notre émission, c'est de créer ensemble des liens durables pour la francophonie. Je pense que nous sommes parvenus à ceci avec cette édition de Horizon 2030 et le succès vous revient, Lithium Touré. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Une députée canadienne a suscité la polémique, en particulier au Québec, parce qu'elle avait mis en doute le recul de la langue française dans la belle province. Alors que l'on parle souvent de la progression du français en Afrique, et après avoir évoqué la Louisiane dans un précédent épisode, zoom sur l'usage du français au Québec, avec un nouveau chroniqueur dont on souhaite la bienvenue. Jean-Michel Morin, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, la francophonie au Canada, eh bien, de qui et de combien de personnes parle-t-on, s'il vous plaît? Donc, la population du Canada, c'est 37,5 millions. Puis, il y a 22% de locuteurs francophones qui pratiquent le français, qui parlent français dans leur vie quotidienne. Au Québec, c'est 8,2 millions avec 85% de gens qui parlent français dans leur vie quotidienne. Puis, c'est pas seulement au Québec où on retrouve des locuteurs francophones, aussi le Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue au Canada où 31% sont des locuteurs français. Puis aussi, on a des provinces comme l'Ontario où, même si le pourcentage est assez bas par rapport à la population, il y a plus qu'un demi-million de personnes qui parlent français au quotidien. Les principales villes francophones, c'est Montréal, c'est Québec. Aussi qu'on a des villes bilingues comme Ottawa, Gatineau et aussi on a Moncton au Nouveau-Brunswick. D'accord. Vous faites bien de préciser que le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue du Canada, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces enjeux de langue, quel est le statut du français au Canada? Au Canada, il y a différentes lois qui protègent le français. Au niveau de l'État fédéral, parce qu'on est une fédération avec deux paliers de gouvernement, euh, on a une loi qui s'appelle la loi sur les langues officielles qui protège les deux langues, qui encourage le bilinguisme et qui est surtout protecteur des communautés minoritaires, anglaises au Québec et francophones à l'extérieur du Québec. Dans les provinces, il y a différentes lois. Notamment au Québec, on a une loi qui s'appelle la loi 101 qui fait en sorte que la langue française, c'est la seule langue officielle. C'est la langue obligatoire pour l'éducation publique pour la majeure partie de la population et aussi concernant l'affichage. Et donc pour ce qui est du Québec, où je rappelle le français est langue officielle et où la part de locuteurs francophones diminue, qu'est-ce qui est envisagé actuellement pour promouvoir le français? La situation, ce qui arrive, c'est qu'il y a des endroits comme à Montréal où c'est 50-50. Les gens qui parlent français et les gens qui parlent d'autres langues, anglais ou espagnol et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de craintes que le français continue à diminuer parce que c'est le cas depuis de nombreuses années. Donc, on veut renforcer les lois parce que la loi sur les langues officielles date de plus que 50 ans et la loi 101 de plus de 40 ans. Donc, on se demande si on devrait appliquer ça sur plus d'entreprises, si on devrait obliger d'aller au collège en français pour la plupart des étudiants. Mais c'est extrêmement politique parce que c'est une tension entre les droits individuels et le droit communautaire.
Donc, il y a beaucoup de différentes visions qui s'affrontent. Puis aussi, il y a beaucoup d'opportunistes politiques, notamment qu'il va y avoir des élections l'année prochaine au niveau du gouvernement fédéral. Puis peut-être qu'il y a des promesses qui sont faites justement pour aller chercher des votes. Donc, c'est quelque chose à suivre pour l'année prochaine. Effectivement, et ce qui nous donnera certainement l'occasion de pouvoir reparler de la situation du français au Canada et pourquoi pas dans les autres provinces. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Michel Morin. Merci. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose et notre chroniqueuse, Mélissa Serrano, a décidé de vous présenter un acteur culturel francophone majeur. Mélissa, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors de quoi ou de qui est-il question aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour ma chronique, je vais vous parler d'un lieu incontournable de la vie intellectuelle et littéraire du monde noir et francophone par le fait même, un espace de diffusion et de production culturelle unique. Il s'agit de Présence africaine, à la fois revue, maison d'édition et librairie. Présence africaine est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte colonial où commencent à s'éveiller et s'activer des mouvements d'émancipation et d'indépendance à travers de nombreux endroits de la planète, notamment en Afrique. Donc, inspiré par les idées du panafricanisme et désireux d'offrir au monde noir une large tribune, l'intellectuel sénégalais Alioune Diop fonde en 1947, depuis la France, la revue Présence africaine. 2 ans plus tard, il fonde la maison d'édition du même nom et la librairie qui suivra peu de temps après, en 1952. Depuis ce jour, la librairie loge toujours à la même adresse, rue des Écoles, dans le quartier latin à Paris. Donc, lors de sa création, la revue n'avait pas de but politique ni idéologique. Elle optait pour la multiplicité des récits et permettait à des voix diverses et à des idées différentes de se croiser à travers ses pages, prônant toujours le dialogue et l'ouverture. Néanmoins, des valeurs et positions sont devenues inhérentes au projet Présence africaine, soit l'antiracisme, l'anticolonialisme et la solidarité des peuples colonisés. Peut-on parler d'un acteur ou bien d'un objet culturel qui a eu une contribution importante dans la francophonie? Absolument, Thibaut, une contribution majeure. Donc, inspirée par des revues précédentes comme l'Étudiant noir ou la Revue du Monde noir, et portée par des mouvements comme celui de la négritude, Alioune Diop a créé, avec Présence africaine, un lieu d'expression, d'affirmation et de discussion fertile et novateur pour le monde noir, pour le monde colonisé, pour toute aussi race ou pour toute nation ou peuple en situation d'exclusion. Le comité de patronage de la revue est marqué lors de sa fondation par des personnalités importantes de la scène intellectuelle du XXe siècle, à la fois africaine et européenne, comme Albert Camus, Michel Leiris, Léopold Sédar Senghor. En 1956 et en 1959, Présence africaine organise le Congrès des écrivains et artistes noirs, 2 grandes manifestations où prennent part des figures phares de l'antiracisme et de l'anticolonialisme, comme Frantz Fanon, Aimé Césaire ou encore l'Américain James Baldwin. Cet événement a incarné un moment symbolique d'affirmation et d'émancipation pour le monde noir, moment d'une présence et d'une prise de parole très forte. En plus de la revue, comme je vous l'ai dit, il faut souligner l'apport de la librairie ainsi que celui de la maison d'édition. Le site de Présence africaine définit l'objectif de la maison d'édition comme étant celui de fournir aux penseurs, écrivains et chercheurs d'Afrique et de la diaspora un espace de création et une caisse de résonance permettant à leur production littéraire et scientifique de connaître de meilleures conditions de diffusion et d'accessibilité à travers le monde. On peut considérer que cette caisse de résonance continue toujours aujourd'hui de remplir cette mission et on peut retrouver au sein de la collection et du catalogue de Présence africaine de nombreuses œuvres d'auteurs d'un peu partout à travers le monde, toujours en langue française et avec aussi de nombreuses traductions. Et pour conclure en quelques secondes, Mélissa, quelles sont vos recommandations culturelles pour en savoir plus sur Présence africaine, pardon. Alors, en fait, je suggérerais aux gens soit de se procurer le premier numéro de Présence africaine que vous pouvez trouver sur le site de Présence africaine si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Paris à la librairie, et aussi le petit documentaire de Alain Resnais et Chris Maker qui s'appelle « Les statues meurent aussi »,
commandé par Présence africaine en 1953, disponible sur YouTube et qui remet en question la relation entre le monde occidental et l'art africain ou noir. Donc voilà. Voilà, du contenu donc à profiter par exemple pendant votre temps des fêtes. Merci encore pour cette chronique, Mélissa Serrano. Merci Thibaut. Le monde de la culture, y compris le cinéma, a vécu une année 2020 particulièrement difficile. Pour autant, nos amis du festival Cinémania et l'équipe de son directeur général Guilhem Caillard sont parvenus à nous proposer une programmation riche et diverse. J'espère que vous avez profité comme moi de cette édition virtuelle depuis le confort de votre canapé. Je vous parle ici des 2 films récompensés par le jury Visage de la francophonie. Il s'agit de Je m'appelle Humain de la cinéaste abénaquise Kim Oboom-Sawin, consacré à la poétesse Innu Joséphine Bacon. Ce documentaire est également le grand gagnant du prix du public Mel Oppenheim. Mention spéciale de ce même jury pour le premier film de la réalisatrice Nora Martyrosyan, Si le vent tombe, une coproduction franco-arménienne qui traite du conflit dans la région du Haut-Karabakh. Un festival, Cinémania, qui contribue beaucoup au développement du sentiment d'appartenance à la francophonie et dont nous espérons pouvoir vous reparler prochainement. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de Francophonie sans frontières. Merci à vous qui nous écoutez aux 4 coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à Yetioman Touré et Jean-Michel Morin depuis Montréal, ainsi que Mélissa Serrano depuis Paris. Montage vidéo, Scott Molichaud. Réalisation, Sophie Amel Dufour. Une production Radio Francophonie sans frontières, FSF 2020. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières au pluriel, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.